c'est un challenge impossible. Passer d'une carrière extraordinaire où tu fais la musique pour un président à aller vivre dans la rue et fouiller dans les poubelles en fin de journée, c'est beaucoup trop facile d'être fainéant aujourd'hui. Tony, c'est impossible. Moi, j'essaye vraiment. T'essayes vraiment? T'essayes vraiment tout? C'est l'histoire d'un roi à qui on a offert une bague. Il a demandé à tout son royaume, donnez-moi une phrase que je pourrais garder dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Et cette phrase est 180, c'est tatoué sur son bras. La vie de Tony Jazz est une suite de virages à 180 degrés. Compositeur de l'hymne de campagne d'Obama, il se retrouve à la rue avant de devenir conseiller auprès d'Alain Juppé et expert en gestion de crise. Puis, il devient un multi-entrepreneur et investisseur à succès. Et ce n'est qu'une partie de son parcours. Ultra influent, il rassemble un demi-million d'abonnés sur ses réseaux sociaux. Dans cet épisode de Business et Dolce Vita, Tony nous dévoile les secrets d'un parcours hors du commun. Donc Tony, toi aujourd'hui, tu es entrepreneur. Tu as d'abord eu une carrière dans la musique. Comment tu décrirais aujourd'hui ce que tu fais, ta mission, ta vision? ce que je fais aujourd'hui. Je pense que si je te laissais les gens qui m'entourent, que ce soit même des amis ou des clients, ils te diraient que je change leur vie. Donc moi, ma mission, c'est en premier d'améliorer la mienne déjà, et après d'améliorer celle des autres. J'adore, surtout j'adore ta bio. Ta bio Insta où tu dis, en fait, en gros, j'ai envie de t'aider à réussir, sinon je partirais avec qui en vacances? Exactement. Comme j'ai pas envie d'être seul en vacances, je veux ta réussite autant que la mienne, comme ça on peut partir ensemble. C'est ça. J'adore. C'est trop le bon mindset, j'aime trop. Et quand tu étais plus jeune, donc tu as composé un morceau à partir d'un discours d'Obama qui a explosé sur YouTube, donc incroyable. Et quelques années plus tard, tu as même travaillé directement sur l'hymne de sa campagne présidentielle. Comment tu as transformé cette opportunité en véritable levier business? Alors, au début, en vrai, il n'y avait pas d'intérêt business parce que je suis un artiste. Et un artiste, il fait ça pour la beauté. Il fait pas ça pour la gloire, il fait pas ça pour l'argent, il fait ça juste parce que c'est beau. Et il fait ça aussi d'une certaine manière parce qu'il a envie de devenir éternel. T'écris un livre, tu fais une musique, tu fais n'importe quoi d'artistique, c'est bon, t'es éternel. Après toi, ça te survivra. Et moi, au début, je voulais juste faire ça. Et ce qui s'est passé, c'est que du fait d'avoir fait les deux campagnes, je te donne l'exemple d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'élection d'Obama, la musique de campagne que j'ai pour faire pour lui, c'est très loin. Et encore aujourd'hui, on en parle. Encore aujourd'hui, c'est une trace dans mon CV. Et donc, ça me donne des opportunités parce que les gens disent « Ah, mais oui, c'est le gars qui a fait la musique de campagne de Barack Obama. » Je fais plus de musique. J'adore la musique. Je peux toujours en faire. Mais c'est juste que ça s'est transformé en opportunité business avec le temps. Parce qu'au début, c'était pas l'objet. Et d'ailleurs, au début, ça n'a rien rapporté, véritablement. Mais aujourd'hui, l'avantage d'avoir fait ça, c'est que c'est une trace sur mon CV qui est colossale et ça me permet d'ouvrir beaucoup de portes. Carrément, trop bien, c'est magique tout ça. Et tu as aussi fondé On Air, donc c'est une entreprise qui est spécialisée dans le sound branding et tu as signé des contrats aussi avec, on peut dire des géants comme Amnesty International, Orange, Thales. À l'époque, il n'y a personne qui parlait encore de branding sonore. Est-ce que toi, donc tu l'as vu comme un levier marketing, comment tu as su que c'était une opportunité à saisir avant tout le monde à ce moment-là? Alors, c'est très simple. Avec du recul, maintenant qu'on a la fin de l'histoire, on se dit incroyable d'avoir fait ça quand personne ne le faisait et d'avoir été le premier à avoir fait de la musique pour les entreprises. En réalité, je te fais l'histoire derrière. C'est une erreur, comme l'invention du savon. Ce qui s'est passé, c'est que moi, à l'origine, je bossais en maison de disques et je faisais des musiques pour les artistes. Quand tu fais une musique pour un artiste, t'es payé un an après. Quand je suis revenu en France, je me suis dit, les artistes, c'est moins qu'aux États-Unis, c'est moins qu'ailleurs, donc il faut que je trouve quelque chose. J'ai essayé de trouver un job, personne ne voulait m'embaucher. J'ai trouvé du job nulle part. Je me suis dit, on va essayer de faire avec ce qu'on sait faire, donc création de musique. Seulement, on peut pas attendre d'être payé un an plus tard. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire de la musique pour les entreprises, puis eux, ils vont me payer en fin de mois, ou à 90 jours, ou peu importe. Mais plus vite que dans un an de SACEM, ou dans un an de royalties à attendre. Et en fait, c'est juste comme ça que ça s'est fait. J'ai fait ça pour continuer ce que je sais faire, parce que je trouvais pas de job, et qui payait plus vite que les artistes. Génial, trop bien. Et c'est vraiment ça qui t'a lancé dans le business? C'est le moment de ta vie où il y a eu ce côté business, genre musique, business? Ouais, énormément, parce qu'en fait, tu vois, quand je bossais au Canada ou aux États-Unis, moi, je suis mais jusqu'à aujourd'hui, tu vois, je suis un artiste dans l'âme. Là, les gens ne le voient pas,
vous ne le voyez pas, mais avant qu'on fasse ce podcast, il fallait que je règle ma caméra pour que l'image soit belle. De façon à ce que les gens qui regardent puissent avoir une belle image, que le son soit bien. Ça enregistre toujours, donc on est bien. Et donc, j'ai toujours eu ce sens artistique du beau. Et après, j'ai adapté ce sens artistique du beau au business. Et c'est vraiment aux États-Unis que j'ai pu apprendre ça et voir ça. Parce que, ok, t'es un artiste, mais t'as le droit de faire de l'argent et tu peux faire de l'argent aussi. Et c'est comme ça que là-bas, on m'a mis au marketing dans la musique, que j'ai pu adapter au marketing dans le business, et où j'ai vu la force du marketing. Et en fait, le truc, c'est que il y a dans le marketing quelque chose de terriblement artistique, je trouve, mais encore une fois, j'ai une vision vraiment très... Moi, je suis un artiste dans l'âme, hein. Et je trouve ça tellement incroyable de pouvoir donner aux gens envie d'acheter ton produit, ce que tu vends ou autre, juste en essayant de les mettre dans ton univers. Il peut être, et donc, créer un monde, et donc, ça rejoint encore ce truc, cette chose d'artiste ou d'artistique. Et donc, pour moi, je ne le vois même plus comme un business. C'est vraiment créer un monde et aspirer les gens dans ce monde. Ouais, je trouve ça très poétique et très beau. Ouais, ouais, carrément, je te rejoins. Donc en fait, tu as fait ta passion, tu as fait le lien entre ta passion, le business, la musique. Enfin, c'est vraiment passionnant comme tu as fait le lien vraiment entre les deux. Ouais. Et pour le coup, tu vois, c'était pas évident parce que tu sais, quand tu es un artiste ou quand tu es passionné. Je te dirais plus quand tu es passionné qu'un artiste, parce qu'aujourd'hui, tu vois, je rencontre des femmes, des hommes, souvent des femmes, passionnées par ce qu'elles font et elles ont envie d'en faire un business. Et arrive à ce moment-là un syndrome de l'imposteur. Ah, je sais pas si je vais être à la hauteur. Arrive oui, mais comment je vais gagner de l'argent avec ça? Et en fait, quand tu arrives correctement à lier je suis fort là-dedans et je peux répondre à un besoin que les gens ont là. Et pour faire le lien entre les deux, c'est créer un univers, un monde, ou créer ce marketing, ce petit côté artiste. Et c'est comme ça que... en vrai, c'est comme ça que toutes les grosses boîtes aujourd'hui explosent. On achète du Apple façon de parler parce que c'est beau, parce que c'est performant, mais c'est terriblement artistique, tu vois. C'est beau, l'objet est beau. Le design est fait pour. Et après, tu as la puissance du produit qui va avec. Tu prends d'autres marques qui symbolisent quelque chose. Tu verras d'abord, elles symbolisent. Donc, elles sont fortes dans leur identité. Et après, du coup, comme toi, tu es attiré par cette identité, c'est ce qui fait que tu achètes. L'avantage, c'est que c'est souvent des grandes et belles marques. L'idée, c'est de faire ça avec, je dis n'importe quoi, mais ta passion qui peut être aider les gens et les coacher, rendre leur santé meilleure, les aider à écrire un livre. Tu peux faire ça avec tout. Mais c'est pas évident. Il faut avoir un sens artistique qui ne soit pas que le business. Tu vois ? Et c'est pour ça que j'ai pas pu le faire en France d'ailleurs. J'ai pas pu le faire en France parce que je me rappelle que les soirées que je faisais en France, on me disait « Tu fais quoi dans la vie ?» Ah bah moi je suis musicien. Et la phrase d'après, c'est « Oui mais tu fais quoi dans la vie ?» Et tu vois, on me prend pas au sérieux. Tu vois. Et donc du coup c'est pour ça que je suis parti que j'ai déménagé. Trop bien, donc tu as été vivre aux États-Unis, c'est ça? Absolument, j'ai été vivre en tout premier. Moi je viens d'une minuscule île qui s'appelle la Désirade. Après j'ai déménagé. De là je suis allé dans le 93, département extraordinaire. Les gens ne le savent pas assez, à cause de 90 minutes enquête, tu vois, toi, t'es expatrié à Bali, mais tu connais toutes ces émissions tu sais, comment je pourrais dire ça? Pour montrer qu'il y a des quartiers qui sont pas très cool. Mais en vrai, moi, je viens d'un quartier super bien, du 93. Et donc, mais ce qu'il a fallu faire, c'est qu'il a fallu que je déménage à un moment. Parce que tu peux pas rester, tu vois, l'environnement français, et c'est pour ça que moi, je t'admire, d'ailleurs, tu ne le sais pas, de vivre à Bali, parce que moi j'ai vraiment envie de déménager là. Je vivais à l'étranger avant, je suis déjà venu à Bali, j'ai adoré, et moi je trouve ça extraordinaire des gens qui disent non mais nous on va partir, on va pas rester, parce que pour le coup tu vois, moi l'environnement français, quand j'y vivais, il me rendait malade. Et ce qu'on dit souvent, c'est tu peux pas rester dans un environnement qui t'a rendu malade et essayer de te soigner, ça marche pas. Ouais. C'est pour ça que j'ai déménagé. Je comprends totalement. Moi, franchement, Bali, ça a été la meilleure décision, une des meilleures décisions de ma vie, vraiment. Ça fait combien de temps que tu y es là? 4 ans.
Pendant le Covid, on est parti. On a pris nos affaires, on s'est dit c'est bon, on s'en va, il y en a marre. Ouah. Tu reviens de temps en temps ou pas du tout? Ouais, une fois par an. Ouais, une fois par an. Quand même, la famille. C'est vrai que le côté négatif, c'est qu'on rate des choses, par exemple des anniversaires, des naissances, tu vois. Donc on essaye d'être là une fois par an, mais c'est vrai qu'après Noël, par exemple, on rate avec les proches. Donc il y a aussi quand même un côté solitude qui parfois est un peu lourd, mais tout le reste de l'année, c'est tellement incroyable que j'essaye de faire venir les gens maintenant. Donc il y a mon frère qui est venu 3 semaines nous voir. J'essaye d'alpaguer les gens. Ouais. Ah, ça, c'est bien. Et comment il a trouvé, Bali? Il a adoré. Mais en même temps, on lui a fait tout un tour. C'était sa première fois avec sa chérie. On lui a fait tout un tour incroyable. Donc, Non, mais ça, c'est... Franchement, bravo. Bravo parce que... faut que tu viennes me voir. Je vais venir. Mon Dieu, si tu savais le nombre de copains, copines qui vivent à Bali et qui me disent tout le temps, mais on t'attend, faut que tu viennes. J'arrive. Trop bien. Trop cool. D'ailleurs, toi, aujourd'hui, tu coaches des entrepreneurs sur la gestion de l'argent et l'éducation financière. Hyper intéressant. C'est quoi qui t'a poussé vraiment à faire ce pivot vers l'investissement, la stratégie financière? En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Comment expliquer ça? J'ai eu des gros aléas dans ma vie. Des aléas extraordinaires où c'était incroyable. Et des aléas où la descente aux enfers et où tu sens que le claquement de doigts peut faire basculer une vie. Et ce claquement de doigts ou cette descente, tout le monde la vivra un jour ou l'autre dans sa vie. Ceux qui s'en sortiront seront souvent ceux qui auront eu une meilleure gestion de leurs finances. Parce que dans le monde dans lequel on vit, qui est un monde où il y a énormément de salariés, moins d'entrepreneurs que de salariés, on t'apprend dans l'inconscient collectif, bah tu as de l'argent et à la fin du mois tu n'en as plus, mais au début de l'autre mois ça revient. Okay. Dans la vie d'entrepreneur, c'est t'as rien pendant longtemps et un jour t'as un peu et t'as rien encore pendant longtemps. Tu vois, le truc du t'as de l'argent tout le temps, ça n'arrive pas souvent quand t'es entrepreneur. En fonction de la boîte que tu as. Dans une grande majorité, encore une fois, je parle d'une grande majorité. Et quand cette gestion financière, tu ne l'as pas correctement, que tu ne la suis pas, que tu ne la traques pas, le truc, c'est que le jour où tu as une descente, tu te rends compte que ta vie, elle peut basculer. L'avantage quand tu es entrepreneur, c'est que tu as un ego qui fait que pas de problème, demain on va aller faire barman. Pas de problème, demain on nettoiera des tables. Pas de problème, on va aller chercher l'argent là où il est. Plus compliqué quand tu es salarié cadre et qu'on te dit non mais là maintenant il faut aller faire du secrétariat. Tu vois. Donc c'est le seul avantage que tu as quand tu es entrepreneur, c'est que tu iras toujours chercher l'argent là où il est. Le seul problème c'est que la conversion de cet argent sur le long terme du là j'ai plus, elle est très forte. Et moi ce qui s'est passé c'est que du fait d'avoir vécu des moments extrêmement bas, bah, je me suis dit il va falloir que j'apprenne correctement à le gérer. Il y a un moment où je l'ai très mal géré dans ma vie. Et aujourd'hui, je sais que la plupart des entrepreneurs ne savent pas correctement le gérer. Pourquoi? Parce que pour une grosse majorité, ils partent du salariat, ils vont dans l'entrepreneuriat. Et ont ce truc du là j'ai plus, mais ça va revenir. Et en fait, ils se rendent compte que ça ne vient jamais. Ce qui crée une panique, ce qui font qu'ils retournent dans le salariat, alors que leur passion était peut-être de vendre leurs produits ou leurs services. Hein. Et donc, du coup, c'est pour ça que moi, je me dis, ok, je vais, il y a un gros besoin, je vais les accompagner à ce niveau-là, leur montrer d'où je pars, pour leur montrer où je suis arrivé, et leur dire que voilà, c'est faisable pour tous, mais encore une fois, avec une excellente gestion de vos finances. Non mais passionnant. En plus, tu as une vie qui est tellement, on y reviendra, hein, qui est tellement riche, où justement on va pouvoir parler des hauts et des bas que tu as eu. Et il y a énormément de gens qui veulent gagner plus, les entrepreneurs à fond, mais il y en a très peu qui savent gérer leur argent, comme tu l'as dit. C'est quoi selon toi les 3 pires erreurs financières que font les entrepreneurs? Ouah, c'est une excellente question ça. Je te dirais, alors je vais te dire toutes celles que je vois. La première des erreurs, c'est de mal se former. C'est-à-dire que ils vont aller chercher une formation qui est accessible pour leur bourse, mais qui n'est pas en réalité ce qu'il leur faut ou du niveau sur lequel il leur faut. Donc peut-être que ça veut dire s'endetter pour bien se former. Ils vont aller chercher quelque chose de pas cher ou, à l'opposé, ils vont aller chercher quelque chose de très cher, de très bien marketé, mais de totalement creux à l'intérieur. Ça, c'est la première des erreurs. La deuxième des erreurs,
c'est de ne pas comprendre, surtout quand tu vis dans des pays qui sont énormément taxés, que 45% de tout ce que tu vas toucher n'est pas pour toi. Donc, ça veut dire le mettre de côté pour payer celui qui va venir taper à ta porte et te dire « Hey, ça là, il faut que tu me l'envoies, ce pourcentage, il est pour moi. » Je ne citerai pas de nom d'administration. On le sait tous. Donc ça, c'est la deuxième erreur. La troisième erreur, ils ne comprennent pas qu'ils doivent vite investir, mais investir dans des choses pour leur travail. Tout bête. Avoir un bon ordinateur qui fonctionne. Avoir des disques durs pour sauvegarder les données que l'on a. Plusieurs disques durs. Avoir des clouds pour bosser à distance. Avoir un téléphone performant, parce que le téléphone, c'est l'outil de travail. Avoir, si, comme nous, on fait de la vidéo, avoir un bon appareil photo, avoir une bonne caméra, avoir un bon micro. Bon, moi c'est un niveau, façon de parler différent. Moi, je suis un fou. Donc, moi, toutes les caméras que j'ai, c'est des caméras cinéma. C'est les mêmes qu'utilise Netflix. Le téléphone, je le change chaque année. À chaque fois, on me dit, mais pourquoi tu changes chaque année? Parce qu'en fait, mon téléphone, quand je l'utilise un an, je le rince. À la fin, il est sur les rotules. Donc, je vais le donner à mon père, à ma sœur, et je vais racheter le nouveau. Tu vois. Et en fait, investir sur ces outils de travail. Je me rappelle d'une ancienne de mes associées qui était avocate qui disait « Tony, on reconnaît un bon maçon à ses outils et à sa truelle. » Et elle a terriblement raison. Moi, je le vois quand je fais appel. Parfois, j'avais fait appel à des gars à Paris pour venir me filmer sur des choses que je faisais. Donc forcément, ils ramenaient leur matériel. Quand je voyais qu'ils ramenaient du matériel qui n'était pas professionnel, qui n'était pas chargé, qui n'était pas machin, je me dis « Mais attends, mais c'est comment tu travailles? Je te comprends pas. » Et donc le matériel que vous allez utiliser va vous donner une crédibilité et va aussi vous donner une assurance dans votre travail. Si tu corriges déjà ces 3 erreurs-là, tu as fait 80% du chemin d'un entrepreneur. Je dis toujours le radin paye 2 fois. C'est vraiment le côté, exactement ce que tu as décrit. Il y a des personnes qui se disent « Ah, mais moi, j'ai pas le budget. » Mais en fait, ils prennent exactement un truc qui leur correspond pas, qui va pas, ou trop cher ou autre, alors qu'il faudrait prendre quelque chose qui est pour toi. Qu'est-ce que tu recherches? Et prendre directement de la qualité des personnes justement qui ont atteint le niveau que toi tu veux atteindre. Tu vois, tu ne sais pas ce que tu viens de faire, mais je vais te montrer. Dis-moi tout. Dis-moi tout. Moi, je suis un passionné des citations et des phrases. Aujourd'hui, ta phrase, elle sera sur mon Insta. Les radins payent 2 fois. Ah, j'adore. Ouais, carrément. J'adore. Ouais, carrément. J'adore, très bonne phrase. Ouais. Et toi, justement, tu as relevé un challenge impossible qui est un challenge incroyable. Tu es vraiment passé de la campagne présidentielle d'Obama à vivre sans domicile fixe à Bordeaux. C'est quoi la grande leçon de ce passage, de cette mission, de ce challenge impossible? Ouais, c'est vrai que dit comme ça, tu as absolument raison. C'est un challenge impossible. Passer d'une carrière extraordinaire où tu fais la musique pour un président à aller vivre dans la rue et fouiller dans les poubelles en fin de journée pour essayer de trouver quelque chose à manger, avoir honte de faire la manche et donc de se débrouiller comme tu peux, ça a été quelque chose d'extrêmement compliqué, douloureux dans ma vie pendant très longtemps. Aujourd'hui, ça va, je suis presque un peu mieux avec ça. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris, la première chose, la manière dont on regarde les gens. Quand, aujourd'hui, je dis à quelqu'un, ou que quelqu'un sait que j'ai fait la musique de campagne du président Obama, on me voit avec un certain œil. Quand je dormais sur un banc et que j'essayais toujours d'être très propre et tout ça, mais on voyait qu'il y avait une détresse, on me voyait encore une fois d'un autre œil. Et donc j'ai compris que à ta manière de t'exprimer, à ta manière de te présenter, à ta manière de là où tu vas être, on va te juger d'une certaine manière. Donc, j'ai appris à ne pas juger les gens dans leur situation, mais plutôt sur leur potentiel. Ça, c'est la première des choses que j'ai appris. La deuxième des choses que j'ai appris, et je pense que c'est celle qui est le plus importante pour moi, c'est d'être sûr des gens que tu as autour de toi. C'était une époque où moi je connaissais personne à Bordeaux, donc j'avais pas d'amis chez qui aller en fait. Donc je dormais dans la rue parce que j'avais juste pas de copains, tu vois. Aujourd'hui, je sais que j'ai pas plus de copains, ça tient sur les doigts d'une main, mais je sais qu'au moindre souci que j'ai, au moindre coup de fil que je vais passer, ils vont tous arriver, ils sont sur les 4 coins du globe, ils viendront tous en avion et arriveront là où je suis. Et donc ça m'a appris le fait d'avoir des personnes qui soient extrêmement
solide. L'une de ma meilleure amie Sonia te dirait une phrase qui est ride ou die, c'est-à-dire que t'es avec moi ou t'es pas avec moi. C'est-à-dire qu'on roule ensemble, on meurt ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai aujourd'hui dans mes amitiés. C'est peu de personnes, mais des personnes qui peuvent te sortir de la rue si jamais t'y retournes, quoi. Ouais, c'est beau, j'adore. Trop bien. Et après, le challenge impossible que tu as fait, ben, c'est de remonter, d'avoir cette carrière incroyable que tu as aujourd'hui, cette compétence, cette notoriété, cette autorité, tout ça. C'est quoi aussi les leçons du coup de ce chemin, de vie? La leçon là, c'est... Je pense que là, ouais, je pense que je vais beaucoup m'adresser... tu vois, ma communauté est une communauté de femmes. Et pour le coup, là, je vais beaucoup m'adresser plutôt aux hommes. Tu vois, les hommes sont généralement ceux qui vont aider, on va donner un coup de main, on va faire en sorte que tout le monde puisse s'en sortir. Et là, pour le coup, je me rappelle de cette période-là. La grande leçon à retenir, c'est qu'il faut accepter l'aide qui vient d'en face. Surtout quand on est un homme. Et quand on est un homme, c'est plus compliqué de dire « je vais pas bien, je suis pas bien, je me sens mal, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de tout casser. Parce que on a été éduqué d'une manière où « non mais attends, pour toi, tout c'est censé bien aller, t'as pas intérêt à te plaindre, ne pleure pas. » Tu vois? Et donc forcément, moi, ça a été une période où il a fallu ravaler cette éducation et cette fierté que tous les hommes ont et se dire on va quand même essayer d'y aller. C'est impossible? Ce n'est pas possible. Et donc il a fallu que je me fasse aider. J'ai eu la chance de tomber sur un ange qui m'a aidé et qui m'a sorti de là parce que j'ai accepté son aide encore une fois. En tant qu'homme, c'est pas facile. Et c'est ce qui a fait que j'ai réussi à m'en sortir. Aujourd'hui, quand j'ai besoin d'aide, je vais l'accepter, mais je vais l'accepter différemment. Je vais l'accepter différemment en fonction de la personne qui est en face. Si je sais que cette personne m'aide de bon cœur, sans façon de parler, sans arrière-pensée, je vais l'accepter. Si je vois que cette personne, elle peut me dire « Ah, tu te rappelles les jours où je t'ai aidé? Ben aujourd'hui, c'est à ton tour. » Ça, je vais pas aimer. Il n'y a pas de problème, je t'aiderai en retour, un jour. Mais si tu fais ça dans cet état d'esprit-là, oublie, je suis pas avec toi. Ouais, complètement, complètement. Et il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent toujours gagner plus d'argent, surtout l'entrepreneur, hein. On est là, on veut 10K, 20K, 30K, 50K. Et ils pensent que c'est la solution à tous leurs problèmes. Donc ça, c'est assez passionnant. Mais toi, tu as prouvé que la gestion, elle est encore plus importante que gagner toujours plus d'argent. À quel moment, toi, tu as compris que maîtriser l'argent, c'était plus puissant que simplement en gagner? En fait, je vais te donner les exemples les plus connus. Je te prends l'exemple de Apple, qui a gagné énormément d'argent dans une période, qui a connu un grand creux au moment où ils se sont débarrassés de leur PDG emblématique et qui ont été obligés de le rappeler pour le faire revenir. C'est pas parce que tu as de l'argent aujourd'hui que tu vas en avoir toute ta vie. Penser que « Ah, mais aujourd'hui ça va et je pourrai plus jamais retourner dans la dèche », c'est une mauvaise pensée. Les hauts et les bas font partie de la vie, c'est une vague. Ça monte et ça descend, c'est obligatoire. Je vais te raconter une histoire que j'adore. Que c'est linéaire. Oui, que c'est linéaire et donc ça va monter et ça ne peut que monter. Non, 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 non. Pour que ça monte, c'est obligé de prendre une correction pour s'appuyer et repartir. Tu vois? C'est comme un effet boursier. Et je me rappelle d'une phrase donc du coup, je vais te raconter cette histoire que j'adore. C'est l'histoire d'un roi à qui on a offert une bague. Et il fallait que cette bague, qu'on lui a donnée de famille en famille, il souhaitait la garder avec un souvenir. Et donc, il a demandé à tout son royaume, donnez-moi une phrase que je pourrais garder dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Et son serviteur lui a donné une phrase et lui a dit, c'est cette phrase que vous devez écrire. Il a écrit cette phrase à l'intérieur. Et le jour où il a connu une période faste qui était incroyable, à l'oreille, son serviteur lui a redit la phrase. Il lui a dit « Oui, tu as raison ». Un autre jour, il a vécu un désastre, une bataille incroyable qu'il a perdue, et son serviteur lui a ressoufflé à l'oreille cette phrase-là. Et
il a dit oui, c'est vrai, tu as raison. Et à chaque fois qu'il entendait cette phrase, ça le remettait dans le droit chemin. Et cette phrase est ça aussi, ça passera. Et donc moi, c'est une phrase que je garde très souvent. Parce que je sais que ça fait ça. Et quand ça va pas, ou quand je suis dans une période complexe, je me rappelle de ces phrases. Ça aussi, ça passera. Mais ne pas oublier que quand c'est beau et que tout est bien, crois pas que ça va durer longtemps. Ça veut pas dire que tu dois pas kiffer, hein. Non. Ça veut juste dire que c'est précieux et tu dois profiter de cet instant parce que ça aussi, ça passera. Et donc moi, c'est vraiment quelque chose que je retiens profondément au fond de moi, surtout quand ça ne va pas bien. Parce que ces périodes-là, ces périodes de haut et bas, faut bien savoir les gérer, surtout en tant qu'entrepreneur, vraiment en tant qu'entrepreneur d'ailleurs. Ouais, carrément, carrément. Savoir que les hauts, les bas, bah, tout se termine en fait. Ouais, c'est des cycles, comme tu disais tout à l'heure. C'est des cycles, c'est des cycles. Et le truc, c'est que plus tu montes, plus tu as des grandes périodes, plus tu montes, plus tu as des belles périodes incroyables. Et aussi, les grosses périodes de bas, elles seront encore plus grosses que les précédentes. Bah oui. Plus tu montes, plus c'est dur la descente, quoi. Ouais. Exactement. Ouais. Et il y a énormément d'entrepreneurs qui stagnent. On les voit entre 5, 10 cas par mois, qui galèrent vraiment, alors qu'ils pourraient exploser leur chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui bloque selon toi? Est-ce que c'est plutôt la stratégie? Est-ce que c'est le mindset? Ouais, je vais pas me faire des copains là. Je te fais réfléchir aujourd'hui. Non, c'est bien. Non, c'est juste que je me dis que je vais pas me faire des amis avec ce que je vais dire là. C'est pas grave, sans langue de bois ici. Ouais. Ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à monter plus en chiffre d'affaires, c'est leur ambition et leur fainéantise. À un moment, quand tu veux gagner plus, il faut que tu dormes moins. Il faut que tu apprennes des choses que tu n'as pas envie d'apprendre. Il faut que tu utilises des stratégies que certains utilisent qui fonctionnent et que toi, tu n'as pas envie de faire parce que, je suis désolé, mais tu as une morale et une éthique de merde qui parfois te bloquent dans ce qu'il faut réellement faire pour atteindre les vrais résultats que tu as envie d'atteindre. Et donc, la fainéantise du « Ah non, mais aujourd'hui c'est dimanche, je suis off ». Il n'y a pas de « je suis off ». En Chine, ils bossent en ce moment pendant que toi, t'es off. Enfin, quelqu'un qui le dit, quoi. Ouais. Au début, on n'est pas off, quoi. Mais non, t'es pas off. T'es off de rien. Oui, mais tu comprends, mais j'ai ma vie, j'ai ma famille, j'ai mon petit sport, j'ai mon petit temps pour moi. Enlève ça de ta tête. Oui, bah dans ce cas-là, oui, tu feras tes 5K par mois, mais les 15, tu les feras pas. Les 50, tu les oublies. Les 500 000, tu les oublies aussi. Ton demi-million ou ton million, tu l'oublies totalement. Donc, ce qui fait que certains entrepreneurs n'arrivent pas à gagner plus d'argent, c'est juste que ce sont des feignants qui ne veulent pas faire ce qu'ils doivent réellement faire pour faire leurs chiffres. Ils font juste assez pour que ça puisse aller. Et t'en as d'autres qui disent « Oui, mais non, Tony, c'est impossible. Moi, j'essaye vraiment. » T'essayes vraiment tout. Donc, si t'essayes vraiment tout et que tu n'y arrives pas, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que les gens qui travaillent autour de toi et que tu connais, ce sont pas les bonnes personnes. Parce qu'ils n'utilisent pas les bonnes stratégies. Et que généralement, tu copies ces gens-là, ou que tu fais comme eux. Ou que les gens qui sont autour de toi, ce ne sont pas ceux qui vont t'apprendre à monter et t'élever. Ça veut dire aussi que peut-être que tu bosses trop seul de ton côté. C'est-à-dire que, à part ce que tu fais, tu ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Donc, du coup, tu ne peux pas mettre en place de nouvelles stratégies. Et oui, mais je suis trop timide et donc j'y arrive pas. Moi, je suis un timide. Moi, je suis un vrai timide. Moi, tu me ramènes en soirée, je vais rester dans mon coin, tu me parles pas, je te parle pas. Par contre, si tu me parles, je te fais passer la meilleure soirée de ta vie. Donc, même timide, autant que je suis, dans mon travail, je ne vais pas l'être, parce que dans mon travail, je veux que ça bouge. Donc, forcément, ceux qui n'y arrivent pas, c'est ceux qui font juste pas les efforts. Donc, je le redis, ce sont des fainéants. J'appelle ça le syndrome du fonctionnaire. Total. Je fais le strict minimum, j'en fais pas trop, je suis ci, je suis là, je suis pas d'accord de faire ci, je suis pas d'accord de faire ça. Waouh, tu sais quoi là, Amandine, tu viens vraiment de dire la phrase. Non mais moi je suis pas d'accord de faire ça. Ah non mais moi ça c'est pas pour moi. Non mais ça je veux pas le. Non mais oui ben le fais pas, mais viens pas te plaindre. Carrément. Et du coup, c'est quoi, maintenant on va parler vraiment méthode, framework, c'est quoi ta méthode pour mieux gérer son argent? Donc avec tes clients par exemple, c'est quoi que tu leur enseignes pour avoir vraiment des vrais résultats rapidement pour bien gérer son argent? Traquer. C'est comme dans tout. Moi je te montre, là on est dans mon bureau,
si je te montre derrière, en ce moment, on est en train de faire un challenge. J'ai un tableau où, en fonction des mails, des stories, de tout ce que l'on fait en termes de publicité, on sait par où arrive chaque argent que l'on fait. Comme ça, on sait que, ok, c'est quand on fait ça qu'on gagne plus d'argent. Ok, on va mettre le paquet sur ça. Ouais, mais ça fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne pas? On analyse. Ok, ça fonctionne pas quand on fait... Là, c'est quoi qui fonctionne le moins ces jours-ci? C'est de la pub. Ok, pourquoi notre pub, elle fonctionne pas? Il y a un truc dans la pub qu'on fait qui n'est pas bon. Donc, on doit mettre le paquet là-dessus. Alors que si tu fais, bon, bah, je fais un lancement où je fais un truc et je vais voir où est-ce que ça fonctionne le mieux. Ah bon, on a fait tel chiffre et là tel chiffre. Ça veut rien dire. Il faut traquer chaque chose. De l'autre côté, j'ai les ambitions que l'on se met sur les réseaux sociaux. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir des grosses plateformes. On a 1,5 million d'abonnés en tout et pour tout. Mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que on fait des tests de réel, de story, de live, de tout un tas de choses sur tout un tas de plateformes. Des fois, on fait 300 000 vues, 1 million de vues. C'est bien. Et des fois, on fait 2000 vues, 3 likes. Et moi, je le laisse sur mon compte. Tu vois, je le laisse. Il y en a qui vont l'enlever. Ah non, ça va pas avec mon image. Non, moi, je le laisse. Ça va pas marcher. Je te montre ça, je l'ai mis, ça va pas marché. Et je traque pourquoi ça va pas marché, pour quelles raisons. Et ce qui fait dans ta gestion des finances personnelles, comme dans ton business, que ça fonctionne ou pas, c'est le fait de traquer. Savoir pourquoi. Parce que tu peux rouler dans une habitude qui ne fonctionne pas, dans une habitude de business qui ne tourne pas, juste parce que mais tu ne sais pas pourquoi, parce que tu ne le traques pas. Et savoir pourquoi c'est à zéro, c'est important. C'est ça, et si tu traques pas, tu peux pas savoir d'où viennent les résultats et où pousser justement. Moi, toutes les personnes que j'accompagne, c'est toujours comme ça, elles traquent pas et je suis là, mais en fait là, tu fais au petit bonheur, mais écoute, on verra bien si ça marche ou pas. Total. Ah, on va tester. Ah ben là, je sais pas pourquoi, mais bon. Non, traquer numéro 1. Ouais. Ouais, pour pouvoir bien pousser et savoir où mettre son énergie au bon endroit, les ressources, l'argent, le temps, l'équipe, tout quoi. Ouais, exactement. Exactement. Ouais, passionnant, j'adore. C'est rare quand même quelqu'un qui parle de tracking. C'est vrai que très souvent, je vois, c'est un peu un truc à l'arrache. Tu sais, on fait ça comme ça. Mais en fait, il faut se professionnaliser. À un moment donné, nous aussi, on a des tableaux tellement compliqués. Moi, au début, j'étais là, je comprends rien et tout. Puis après, tu comprends, tu t'améliores. Et là, d'un coup, tu vois, ah oui, mais en fait, quand je mets, je sais pas, 10 000 balles de pub, j'en ressors 100 000. Ah bah attends, on va pousser là, on va mettre 20 000, 30 000 parce que tu sais que tu as ce résultat direct. Sinon, comment tu fais pour savoir? Exactement, c'est exactement ça. Il y a un truc que tu dis qui est hyper intéressant. Tu dis que souvent, ceux qui sont riches, donc ceux qui ont de l'argent, ils gèrent pas leur argent comme la classe moyenne. Du coup, c'est quoi les différences majeures entre les deux? Ouais. Alors, c'est une question d'éducation. Encore une fois, c'est une question d'éducation. Ça veut dire que c'est apprendre quelque chose que l'on ne t'a pas appris quand tu étais petit. Okay, je vais te donner. Moi, j'aime bien commencer par des exemples, mes explications. Comme ça, on les comprend mieux après. Je vais te donner un exemple très facile. Donald Trump. Donald Trump, généralement, cote de popularité dans le monde au plus bas. Okay, certains diront ah mais non, il est hyper aimé dans son pays. Il y a aucun problème. Mais je vais prendre son exemple parce que la majorité des personnes ne l'apprécient pas. Tu peux ne pas apprécier Donald Trump. Si le mec prend une décision sur l'argent, il prendra une meilleure décision que toi. Pour quelle raison? Parce que depuis qu'il est tout petit, il a vu son père, sa mère prendre des décisions sur l'argent et ça a fonctionné. Ce sont généralement des décisions sur l'argent que toi, tu n'aurais pas instinctivement pris parce que tu as appris quelque chose d'autre. Okay? Donc, toutes les habitudes qu'ont les gens qui ont plus d'argent que toi vont souvent être à l'opposé de toi ce que tu aurais fait naturellement. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu prends une décision pour ton argent, pose-toi une question. Est-ce que je prends cette décision parce que c'est ce que j'ai appris depuis que je suis petit, ou est-ce que je prends cette décision parce que c'est ce qui fait que ça va me rapporter de l'argent? Généralement, la réponse sera c'est parce que c'est ce que j'ai appris et ce que j'ai toujours vu. Dis-toi que quand tu réfléchis comme ça, c'est souvent une mauvaise décision. Donc, réfléchir à la manière dont tu prends tes décisions. Je vais donner un exemple encore concret. J'ai un copain à moi, depuis des années, il vit à Miami, il loue des maisons, mais il loue des maisons incroyable, ok? Et il vit dans ces maisons qu'il loue. Et moi, en bon français, je suis là, mais pourquoi tu n'achètes pas? Pourquoi tu n'es pas propriétaire du lieu où tu veux aller? Et il me dit, mais Tony, si jamais je veux acheter la maison dans laquelle je vis, ça va me coûter bien plus cher, sur bien plus longtemps.
alors que j'ai plus les moyens de payer un gros loyer dans une demeure que je ne pourrais jamais, ou en tout cas pas me payer maintenant, avoir aussi des rendez-vous que je peux faire à l'intérieur, un cadre de vie et me mettre dans un voisinage sur lequel aujourd'hui je ne pourrais pas réellement vivre, mais dans lequel je vais vivre juste parce que je loue. Eh ben ça, c'est une décision qui est à l'opposé du français moyen. Pourquoi? Parce que le français moyen va habiter dans un quartier pavillonnaire, dans lequel il a à peu près les moyens de vivre, et sur lequel il va payer une maison pendant 25 ans, et être aussi dans un environnement, un voisinage, qui correspond à cet état d'esprit. Donc, on revient toujours à la même chose, quand tu prends une décision sur l'argent, réfléchis, est-ce que c'est ton éducation qui t'apprend ça? Ou est-ce que tu prends une vraie bonne décision pour monter de niveau? J'adore, passionnant, passionnant. C'est ça, en fait, c'est vraiment quelle éducation tu as eue, la société aussi qui t'entoure. Passionnant, vraiment de voir, ok, est-ce que là, moi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est assez intéressant parce que le business, l'entrepreneuriat, ça appuie sur tous tes boutons. Et je me suis vraiment rendu compte que j'avais un mindset de pauvre, tu vois. Et ça a été, au début, je me suis pris en mode, mais en fait, là, c'est quoi cette décision que tu prends, en fait, tu vois? Et d'un coup, j'ai réussi à me voir mes décisions. Et j'étais là, mais en fait, va falloir casser tout ça. Va falloir changer de mindset, changer tout ce que tu as appris, ce que tu as vu, tes parents galérer, filles d'immigrés, etc. pour pouvoir devenir cette version de toi-même qui prend des décisions comme une vraie CEO, comme quelqu'un qui gère un business, qui a des personnes qui bossent pour elle et des clients voilà, à servir, etc. Et ça a été vraiment ce gap énorme entre qui j'étais de base, d'où je venais et la personne que j'avais envie de devenir, en fait. Ouais. D'où étaient originaires tes parents? Alors, mon père, il est italien et ma mère, elle est corse. Ah, italien, comme moi. Moi, je suis à 50% italien. D'où le prénom Tony. J'adore. D'où en Italie? Calabrese. Ok. Donc, on se comprend. Entre Rital. Entre Rital. Très bon mindset, les Rital. Carrément. Trop bien. Et s'il y a un truc que j'adore vraiment chez toi, c'est ton art du rebond. Je trouve que tu as su à chaque fois te réinventer. Tu as eu toutes ces vies, ça connecte beaucoup avec moi. J'ai aussi plein de vies, donc je trouve ça passionnant. C'est vraiment ce côté, à chaque fois, se réinventer. Et donc, t'es passé, comme on l'a vu, hein, par des hauts incroyables, par des moments qui étaient plus difficiles. Comment tu fais à chaque fois pour garder la tête froide et rebondir après chaque expérience? Waouh. Alors ça, pour le coup, ma chère Amandine, tu ne le sais qu'à la fin du film. Parce que je peux te dire que quand t'es dans le film, la seule phrase que tu te répètes, c'est « Bon, ça aussi, ça passera », mais tu sais pas du tout ce qui va se passer à la fin. Donc, je ne sais réellement pas comment j'arrive à faire à chaque fois pour rebondir. Pour ne rien te cacher, ces jours-ci, je suis en train de vivre des choses extrêmement compliquées dans ma vie professionnelle, où je suis en train de prendre un virage sur une partie de mes métiers, notamment là, l'immobilier, qui est très complexe. Je me tâte à faire beaucoup de choses. Là, la période, elle est très compliquée pour moi. Là, elle est vraiment pas facile. C'est-à-dire que je suis dans cette période où quand le film est fini, t'es là, oh waouh, t'as super bien rebondi. Ouais, mais tu me vois en lambeaux, j'ai un bras en moins, j'ai une grosse cicatrice là, je saigne de partout et je suis essoufflé. Voilà. Là, c'est comme ça que je suis c'est ce qui se passe en ce moment. Mais si tu veux, il y a quelque chose que moi j'ai appris depuis petit. Et tu vois, tu le disais tout à l'heure, du fait de toi avoir une famille aussi qui immigre pour venir dans un autre pays. Les enfants d'immigrés, c'est souvent à double tranchant. C'est soit on performe super bien, soit c'est vraiment extrêmement catastrophique. Je pense que sans modestie aucune, on se retrouve tous les deux dans le meilleur côté de la barrière, mais ça demande des sacrifices qui sont plus compliqués. Et en vrai, moi, le truc, c'est que à la fin, je me dis, vu que, façon de parler, mes parents ne peuvent pas me sauver, je suis pas né avec des parents millionnaires, milliardaires, avec plein d'argent. C'est plutôt moi d'ailleurs qui dois sauver mes parents. Je me dis, comme la période compliquée que je suis en train de vivre là, de toute façon, Tony, ça doit le faire. De toute façon, tu dois réussir. De toute façon, t'as juste pas le choix. Donc, tu serres les dents et tu fais le taf. C'est ma seule façon de rebondir. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas d'argent qui arrive du loto, il y a rien. Il y a rien à part... D'argent caché d'un oncle. Exactement.
Ouais, je te rejoins beaucoup là-dessus. Donc, mais en gros, moi, je pense que c'est, d'ailleurs, toutes mes coachées, moi, je le vois, c'est quand t'as pas de plan B, c'est là où t'as les meilleurs résultats. C'est vraiment, en fait, t'as pas le choix. T'es obligé d'avoir la foi en toi, la foi en la vie, la foi que, en fait, le film va bien se terminer. Et aussi ce côté, ben, en fait, il y a pas de plan B, donc je vais continuer ce que je fais. Moi, je sais que plein de fois, quand j'ai eu des moments de doute dans l'entrepreneuriat, parce que franchement, ça a été dur plein de fois, je me suis dit, mais en fait, bah, faut que tu continues. Tu vas faire quoi? Tu vas retourner dans le salariat? Tu Ouais, vas en Suisse, à Genève, à te cailler les miches? No way, elle est trop belle ma vie. Donc j'étais là, non, il n'y a pas de plan B, go, continue. Et après, juste après cette phase de doute, quand on est dans le down, c'est là où il y a les solutions. C'est là où il y a tout qui se débloque. Et il suffit d'un jour, d'un instant où il y a tout qui se débloque, une rencontre. ouais, exactement. C'est souvent les rencontres d'ailleurs. C'est bien que tu dises ça. C'est vraiment bien que tu dises ça parce que tu vois, on pense souvent alors oui, qu'on veut se sauver soi-même, mais c'est souvent une rencontre, un point de vue, un avis, un œil bienveillant, un conseil qui peut-être te casse les jambes, un avis critique. C'est souvent ce qui fait que tu te remets en question avec toi-même. Peut-être même que c'est des phrases que ton entourage ou que des gens te disent tous les jours. Mais du fait de l'avoir reçu de cette personne-là, t'es là. Putain, je viens de comprendre. Donc c'est souvent de l'extérieur que vient le secours. Ouais, carrément. Et dans une interview que j'ai trouvée très intéressante, tu as dit la résilience est une compétence qu'on devrait tous apprendre. Comment tu l'appliques, toi, dans ta vie au quotidien? Le truc, c'est que je trouve qu'à l'école, il y a beaucoup de choses qu'on ne nous apprend pas. Alors, c'est pas grave, hein. Ça veut dire que quand à l'école tu ne l'apprends pas, pour moi, c'est pas l'école qui doit te sauver. Ça veut dire que c'est ta famille qui aurait dû te l'apprendre. Ou bien c'est ton entourage qui aurait dû te l'apprendre. L'école n'est pas là pour sauver tout le monde. Et s'il y a une des compétences ou plusieurs compétences que moi je trouve essentielles pour être un bon être humain, parce que pour moi c'est vraiment quelque chose de très important. On le disait au début de cette interview, on a ce petit côté un peu perfectionniste. On veut que ce soit bien, on veut que ce soit beau. Il y a des choses qui vont avec. Et il y a des valeurs humaines aussi, moi, qui vont avec. Moi, un bon être humain, ça doit être quelqu'un de résilient. Se dire, ok, c'est pas grave. T'as chuté, tu t'es cassé la gueule, c'est pas grave. Hein, tu te relèves, tu pleures si tu veux pleurer, tu ris si tu veux rire, tu te moques de toi si tu as envie, mais on continue. La résilience, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. La deuxième compétence, pour moi, la plus importante que l'on devrait apprendre, c'est l'empathie. Regarde l'autre, aie mal pour lui et essaye de l'aider. Comprends sa douleur, essaye de l'aider. Comprends pourquoi ça le fait rire et ris avec lui. L'empathie, pour moi, c'est ce qui fait que tu peux être un être humain extraordinaire. Et ensuite, la dernière, pour moi, qui va avec la résilience, avec l'empathie, c'est l'effort. L'effort, le travail. C'est beaucoup trop facile d'être fainéant aujourd'hui. C'est beaucoup trop facile de ne pas faire les efforts et de trouver une intelligence artificielle qui peut te le faire à ta place. C'est pas grave. Utilise-la, mais pour faire mieux. Pas pour qu'elle fasse au même niveau que toi. Tu vois? Et donc, pour moi, la valeur travail, elle est encore une fois très importante. Et tout ça, c'est des choses que je pense que l'école ou ton éducation ou les personnes qui sont autour de toi devraient apprendre. Et ce qui fait que tu peux être bon dans le travail ou être bon en tant qu'empathique d'être humain, c'est d'avoir cette capacité de résilience. Parce que tu te juges toi-même en te disant « Putain, je suis tombé, mais vas-y, c'est pas grave, vas-y, je vais me relever. » C'est-à-dire que tu as une propre empathie avec toi-même. Et quand tu te relèves et que tu te remets à marcher et que tu te remets, c'est le travail. Tu vois? Donc en fait, ces trois-là sont intimement liés. Mais la numéro 1, c'est la résilience. Complètement, complètement. Il n'y a rien à rajouter parce que c'est exactement ce que je dis, genre mot pour mot. Parfait. Carrément, carrément. Mais avec des parcours comme le nôtre, de toute façon, la résilience, c'est la base. C'est obligatoire, bien avec sûr. les hauts, les bas. Tellement obligatoire, t'imagines? Parce que sans ça, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas un échec, hein, ce que je vais dire. Hein. Mais sans ça, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça veut dire que moi, je vais faire ce que je faisais au tout départ. J'étais chauffeur de maître. Je conduisais des chefs d'entreprise, des trucs comme ça, pour faire mon argent. C'est ce que j'ai fait pour pouvoir déménager à Montréal et partir. Toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire repartir, avoir froid en Suisse. C'est pas forcément un échec, parce que ça peut être un nouveau parcours pour repartir, mais ça devient un échec si tu t'abandonnes. L'échec, c'est au moment où tu as abandonné, ok, c'est l'échec.
Mais tu as le droit d'abandonner 10 minutes. Tu as le droit d'abandonner un mois. Tu as le droit d'abandonner pendant quelques temps. Tu n'as pas le droit d'abandonner toute ta vie. Ouais, complètement. J'adore, j'adore. T'as pas le droit d'abandonner toute ta vie. Je la note. Elle est trop bien. Merci pour tout, Tony. Vraiment, c'est passionnant de voir ton parcours, par où t'es passé, toutes les personnes que t'aides. Donc, merci vraiment pour toute la valeur que t'apportes. C'est incroyable, vraiment. Avec plaisir. Merci à toi pour ce petit moment.